Cher Jean-Michel, cher Claude, un grand merci à tous les deux pour votre présence ce soir. C'est un honneur et un plaisir de vous avoir à nos côtés pour échanger sur ce thème passionnant de cette journée qui tourne autour de la rupture des modèles économiques et les conséquences sur l'évaluation. On en a déjà beaucoup parlé toute l'après-midi. Nos différents ateliers nous ont permis d'aborder ces sujets des nouveaux business models qui voient le jour depuis pas mal d'années maintenant, des ruptures de process, des ruptures de technologie, de canal de distribution dans un environnement où le numérique, bien évidemment, fait bouger les lignes. Nous avons essayé d'en déterminer les enjeux, les principaux impacts, notamment en matière d'évaluation des entreprises. Alors pourquoi une conférence en clôture de cette journée d'études? C'est notamment pour partager avec nos partenaires, nos clients qui sont ici ce soir, certains avocats aussi, donc partager toutes nos réflexions sur ces sujets d'évaluation. On a même quelques étudiants qui nous font l'honneur de leur présence. Merci à tous donc d'être ici avec nous. Alors nous avons la chance d'avoir avec nous un spécialiste du numérique, avec Jean-Michel, que tous nos confrères connaissent tant la réussite de Cégide est exemplaire dans le monde des éditeurs de logiciels. Jean-Michel nous fera partager son expérience et sa vision du monde qui change, en lien avec l'évaluation bien évidemment. Il nous parlera aussi, on l'espère, de ces nouveaux challenges avec l'Olympique lyonnais, bien sûr, mais également avec la création d'un family office dont on pourra évoquer les contours. Claude, en tant que président de la commission évaluation de la compagnie nationale, nous fera part des travaux de la commission, mais on en a déjà parlé pas mal cet après-midi, et nous éclairera notamment sur un certain nombre de concepts d'évaluation qu'il faudra garder à l'esprit dans cet environnement évolutif. Alors je vous propose de structurer nos propos en trois parties. Première partie pour traiter des différentes formes de rupture des modèles économiques actuels. Une seconde partie qui traitera plus particulièrement des conséquences de ces différents modèles en matière d'évaluation. Et puis, enfin, on fera un petit focus particulier, parce que je sais que ça intéresse tout le monde dans la salle, sur le stade de foot de demain, et pour savoir si on va vers un nouveau modèle ou s'il y a un modèle précurseur. Alors, pour démarrer donc cette première partie, je me tourne vers Claude. Qu'est-ce que la rupture d'un modèle économique? On a parlé beaucoup de rupture technologique, mais la rupture d'un modèle économique. Alors, un modèle économique, c'est un équilibre. C'est un équilibre, en principe, entre un produit, une offre, entre des canaux de distribution, entre des partenaires, entre des ressources internes. Et donc, c'est la rupture d'un équilibre. Alors, on va parler longuement de la rupture technologique, mais ce à quoi on assiste ces dernières années, c'est principalement à une rupture de l'offre, d'où qu'elle vienne. Alors, on a des ruptures qui sont anticipées, IBM, qui a changé complètement de métier. On a des ruptures subies, c'est Kodak, qui a disparu. Et puis, on a surtout des ruptures sociologiques qui ont fait émerger de nouveaux modèles. Et le modèle qui s'est imposé, sur lequel on travaille essentiellement aujourd'hui dans sa pérennité, c'est le modèle low cost. Voilà, donc on a un paysage qui est assez large et on va voir comment on peut appréhender ces choses-là. Alors, Jean-Michel, qui dit rupture, dit-il forcément, nécessairement, innovation technologique derrière, ou en tout cas à côté, ou pas très loin? Bon, souvent, effectivement, on démarre d'un certain nombre de ruptures technologiques, mais je pense que c'est pas essentiellement, pour demain en tout cas, la seule motivation de cette modification en fait des cultures d'entreprise et de développement. On voit bien que l'ubérisation d'un certain nombre de fonctions, alors quelquefois par la technologie, mais simplement quelquefois en essayant de se mettre à la place des autres, crée un certain nombre de ruptures. Alors ceci étant, s'il y a rupture technologique, là c'est sûr qu'il
il y a obligatoirement rupture économique. Et donc, on rentre dans un modèle qui est complètement disturbé et qui est différent. Mais ceci étant, il n'y a pas que la rupture technologique. Je pense que la plus facile à prévoir, c'est effectivement la rupture technologique. Mais il faut certainement réfléchir à toutes les autres ruptures. Il peut y avoir des modifications de la loi qui entraînent des ruptures aussi, et évidemment, de statut, de marché. Et vu du côté de l'entrepreneur, il faut toujours se souvenir que, me semble-t-il, c'est la rencontre de la technologie, de la nouvelle technologie avec un marché. Alors, la technologie, elle évolue, et il y a fondamentalement des changements qui supposent de s'adapter, mais le marché aussi évolue. Et on le disait, Claude l'évoquait tout à l'heure, un marché, il peut se créer, il peut aussi disparaître. Et donc, c'est bien la rencontre entre ces nouvelles technologies avec le marché qui va faire en sorte de créer ces nouveaux modèles. Alors, dans un secteur d'activité que vous connaissez très bien, que sont les éditeurs de logiciels, l'arrivée du SaaS a révolutionné pas mal de choses. Quelle est votre vision sur cette révolution dans ce secteur d'activité particulier, étant entendu que nous sommes dans la salle tous concernés? Oui, alors, c'est vrai que le software as a service apporte non seulement une rupture technologique qui est liée en fait au renversement des équilibres en termes de puissance technologique, ce qui pouvait se faire à un instant donné de manière décentralisée et locale, devient au travers du cloud, au travers d'un certain nombre de fonctions qui sont centralisées, plus optimisé et plus facile. Et le software as a service, c'est bien sûr le fait de pouvoir demain utiliser, et aujourd'hui, avec Cegid entre autres, un certain nombre de fonctions qui sont centralisées dans le cloud, mais c'est aussi de faire en sorte que la répétition et le service qui est associé apportent un certain nombre de solutions. Et si on greffe à ce software as a service les fonctions qui étaient avant ou précédemment développées dans un software classique et qu'on y apporte des fonctions d'intelligence artificielle, on voit très bien que non seulement on rentre dans un mode de distribution d'un service qui utilise une technologie qui est complètement différente, mais qui va aussi pouvoir être personnalisé. Et c'est tout à fait le cas pour la profession, par exemple, de toutes les fonctions de commissariat ou d'audit, qui vont pouvoir, de manière ponctuelle, de manière instantanée, pouvoir se gérer donc avec une multitude de fonctions et de puissances dans le cloud, mais aussi pour permettre de personnaliser, pour permettre d'automatiser encore plus et donc d'optimiser des fonctions d'intelligence artificielle qui vont venir se combiner à cette nouvelle technologie du software as a service. Alors, c'est pour celui qui distribue, donc l'éditeur, un changement fondamental, puisque dans un cas, on a un logiciel qui est vendu à un moment donné et qui va s'amortir pour l'utilisateur sur une longue période, souvent beaucoup plus longue qu'on ne l'imagine au départ, c'est-à-dire que la durée d'amortissement des logiciels, pour nous qui sommes des éditeurs, on estime que le cycle était de l'ordre de 10 ans. Et pour l'utilisateur, souvent, la période d'amortissement était entre 3 et 4 ans, en fonction, je dirais, de vos habitudes. On sait bien que les entrepreneurs ne sont pas concernés par les contingences fiscales. Et donc voilà, donc il y a un changement de modèle. Et si on prend le cas d'un éditeur de logiciels qui faisait 60 ou 70% de ses revenus avec de la vente de logiciels, on peut considérer que à un instant donné, le revenu qui se traduisait par ces ventes de logiciels est divisé par 5, 6, 8 ou 10 en fonction des fonctions qui sont distribuées en software as a service. Donc c'est un changement, un mode de distribution qui est totalement différent pour l'éditeur. Et puis, par contre, pour l'utilisateur, c'est une ouverture fantastique vers un mode interactif
Et aussi, un peu comme l'électricité, en fait, le software as a service, c'est la mise à disposition via l'EDF en France d'une énergie qui contient non seulement de la puissance technologique, mais aussi du service fonctionnel avec la possibilité de le personnaliser. Alors Claude, l'arrivée de manière générale, on va dire, du digital, ces quelques années, a finalement créé pas mal de nouveaux modèles. Quelle est ta vision sur ces changements? Est-ce que c'est des menaces, des opportunités? Et comment tu vois tout ça? Alors, d'abord, je vais revenir sur quelque chose de super important qu'a dit Jean-Michel. La rupture technologique ou l'arrivée du numérique, du digital, c'est à la fois la cause et la conséquence d'autres ruptures. Et à côté de celle-ci, on a deux ruptures qui dominent aujourd'hui le fonctionnement des entreprises. C'est le comportement du consommateur. Moi, j'appelle ça la tyrannie du moins cher. Le consommateur cherche toujours aujourd'hui le moins cher du moins cher. Dans les dîners en ville, les femmes, là, elles disent « J'ai trouvé moins cher que ce que tu m'as dit hier pour acheter je ne sais pas quoi. » Voilà. Donc ça modifie énormément l'approche marketing. Et il y a également la sociologie des collaborateurs, et qui sont... il y a une étude de Segos qui vient de sortir, et qui dit que 66% des cadres ne souhaitent pas devenir manager. Donc on a des ruptures, et des ruptures dans les process de management. Je ne sais pas si tu te souviens, Jean-Michel, l'année dernière, on a passé une soirée, l'été, avec Pierre Nanterne, qui est le patron d'Accenture. Pierre Nanterne, il est patron de 435 000 collaborateurs, il n'a pas de bureau, il ne connaît pas son directeur financier, il ne connaît pas son DRH, ils n'ont pas de siège social plutôt, et il dirige ça dans le monde entier. Bon, enfin, c'est impressionnant, quoi. Donc il y a des ruptures qui sont des ruptures sociologiques. Alors je reviens à ce que tu me dis sur ta question sur menaces, opportunités. C'est un peu d'ailleurs la conséquence de tout ça. Opportunité, bien sûr, il y a un foisonnement d'idées tous les jours, il y a des idées nouvelles, des concepts nouveaux, etc. Et en même temps, il y a une menace macroéconomique. Alors, on ne va pas faire un cours d'économie ici, mais les économistes, vous le savez, sont partagés sur l'issue de la révolution numérique d'aujourd'hui, qui est comparable à la révolution industrielle qu'on a connue au XVIIIe siècle. Et on n'est pas sûr que le modèle qui a été développé par l'Autrichien Schumpeter, qui est la destruction créatrice, se confirme aujourd'hui. Et beaucoup disent, c'est pour ça qu'on a des discussions sur le revenu universel, il y a une part importante des économistes qui disent, cette fois-ci, on perdra beaucoup plus d'emplois qu'on en gagnera. Et en même temps, on voit effectivement que le système crée de la précarité. C'est d'ailleurs souvent la cause de l'élection des populistes. On a un système, dans les GAFA notamment, qui fait qu'il y a des gens qui s'enrichissent beaucoup, et en même temps, dans l'autre bout de la chaîne, on a les livreurs ou les magasiniers d'Amazon qui crèvent la faim, on a les chauffeurs d'Uber qui ne s'en sortent pas, et c'est ce qu'on appelle un peu le boomerang de l'ubérisation. Voilà. Donc on est actuellement à la croisée des chemins, où il y a effectivement de formidables opportunités pour plein de jeunes ou pour plein d'entrepreneurs, et en même temps, il peut y avoir des menaces sur le système social dans son ensemble, sur le système économique, voire sur le système mondial d'équilibre de l'ensemble pour finalement ressortir avec une espèce de nouvelle société, ce qui n'est pas acquis. Alors, Jean-Michel, quelles ont été les grandes ruptures de Cegid historiquement et indépendamment du SAS qu'on a déjà évoqué? Alors en fait, comme nous l'évoquions tout à l'heure, il y a eu à peu près 3 ruptures essentielles. La première, c'est celle qui permet à Cegid d'arriver sur le marché. C'est une époque en particulier pour les experts comptables où le traitement à façon permet d'enregistrer un certain nombre de données et d'aller traiter à façon. Donc c'est le premier point de rupture technologique qui permet, c'est 83, c'est l'arrivée de Microsoft sur le marché, et de trouver un certain nombre de solutions qui sont des solutions d'ordinateurs personnels. Donc de permettre en fait
aux entreprises, aux experts comptables, aux commissaires aux comptes, de pouvoir utiliser un certain nombre de fonctions qui sont des fonctions non plus à distance avec un transport qui était un transport tout à fait matériel, mais de pouvoir utiliser localement. C'est ce qu'on avait appelé à l'époque l'informatique décentralisée, qui permet d'avoir sur un petit ordinateur personnel, qui est quand même professionnel pour le compte des B2B, de pouvoir réaliser ces fonctions-là. Et puis après, on rentre dans une phase qui est plus une phase à nouveau de concentration. On appelle ça l'informatique répartie, et il y a une liaison qui est liée en fait beaucoup en termes de télécom, à la puissance télécom, alors un peu comme aujourd'hui au travers de tout ce qui est en relation avec le web, mais avec des fonctions qui sont des fonctions déportées. C'est-à-dire on n'a pas la possibilité de tout centraliser d'un côté, l'informatique répartie, c'est-à-dire il y en a une partie qui est centralisée et une partie qui est locale, qui est le deuxième niveau. Alors on a des ordinateurs personnels et des ordinateurs connectés, c'est-à-dire qu'on peut faire une partie connectée et à nouveau une partie... Et puis arrive, je dirais, cette fonction de web, de SaaS, qui vient, et c'est la troisième révolution numérique pour les entreprises comme les nôtres. Et à chaque fois, comme Claude l'a évoqué, on se rend compte que c'est une opportunité pour abaisser le coût. Donc c'est vrai qu'il y a la pression de la baisse, mais il y a aussi la pression de l'optimisation. C'est-à-dire que non seulement le coût baisse, mais en même temps, le délai de restitution de l'information s'accélère. Et comme on est dans un siècle de temps réel, et dans une époque où il faut plus vite que le concurrent ou le confrère dans vos métiers apporter la réponse, eh bien cette informatique a évolué. On croit dans un premier temps que quand elle est locale, on va beaucoup plus vite, parce qu'on a l'impression que... Et puis, plus les données sont importantes, plus il faut pouvoir concentrer un certain nombre de moyens. Et c'est là où l'informatique répartie, puis le SaaS devient véritablement la solution à aujourd'hui. Et je pense d'ailleurs que celui qui ne va pas dans cette révolution numérique, en termes d'utilisateurs, perd de l'efficacité et de la performance par rapport à son confrère, à son concurrent. C'est la traduction de cette évolution technologique. Alors, on fait souvent le distinguo dans ce secteur d'activité entre les SaaS natives et les éditeurs, on va dire, classiques. Le SaaS native, donc c'est l'éditeur qui finalement dont l'entreprise a été créée directement dans cet environnement, on va dire de cloud. Est-ce que c'est compliqué pour un éditeur, on va dire historique, de migrer? Est-ce que finalement un éditeur en SaaS native a un avantage concurrentiel ou pas? Parce que c'est souvent ce qu'ils vendent, c'est souvent ce qu'ils mettent en avant. Ouais, alors je suis peut-être pas le mieux placé pour répondre à votre question, mais on peut regarder toutefois ce qui se passe sur le marché. C'est-à-dire que quand on démarre une activité, on a intérêt à avoir une solution qui soit native directement, parce que sur le plan technologique, sur le plan de la performance, c'est plus simple. Mais la solution qui est la plus technologiquement native, elle est la moins élaborée sur le plan fonctionnel, parce que vous ne pouvez pas, puisque vous démarrez et que vous utilisez un système natif, avoir les fonctionnalités dont vous avez besoin. Donc, dans la pratique et la théorie, oui, c'est vrai que c'est plus facile de développer un certain nombre de solutions sur des sites ou des technologies natives. Mais ceci étant, dans la pratique, l'utilisateur, il a besoin de répondre, il n'a pas besoin d'avoir un outil en SaaS, il a besoin d'avoir des solutions qui correspondent à son besoin. Et donc là, et c'était la solution qui a permis à CJ de devenir le numéro 1 d'ailleurs en SaaS bien avant toutes les sociétés nativement SaaS ou full web comme on dit en technologie, c'est qu'on a réussi à faire en sorte, par un certain nombre d'outils, qui étaient des outils de translation entre l'ancienne technologie et la nouvelle technologie, de pouvoir faire en sorte que l'ensemble des fonctionnalités qui avaient été développées au cours de longues années de référence, eh bien, puissent être traduites dans une solution SaaS avec un véritable temps réel. Donc voilà, c'est vrai qu'après, d'ailleurs, quand on discute avec un certain nombre d'investisseurs, la première question que pose un investisseur, avant même les clients, c'est de savoir si la technologie est native.
Et en fait, c'est vraiment une théorie, parce que dans la pratique, c'est impossible de voir la différence entre une solution native et une solution qui a été transformée. Par contre, pour celui qui démarre, la start-up qui permet aujourd'hui effectivement d'avoir des réussites absolument fantastiques, c'est un avantage évident de pouvoir développer ces produits directement en solution native. Alors, sauf si mes informations sont fausses, Cegid a racheté récemment Loop, c'est ça? Loop était justement une société SaaS native. Donc, la stratégie de migration de Cegid peut aussi passer par de la croissance externe. Non, mais bien sûr, c'est-à-dire que le plus pertinent, c'est d'abord d'avoir les clients. Cegid était une start-up sans clients au départ. Bon, et grâce à la proximité professionnelle, ça a permis d'acquérir. Puis les logiciels sous la pression des utilisateurs, les softwares ont évolué avec un certain nombre de fonctionnalités. Et puis d'autres ont fait le chemin inverse. Bon, alors je ne sais pas s'il y a dans la salle des gens de KPMG, mais bon, tout le monde sait que Loop a été développé par une technologie native qui était utilisée par ce très grand cabinet. Mais peut-être que si ils ont souhaité faire en sorte que cette entreprise Loop rejoigne un groupe important comme Cegid, c'est que justement il y avait besoin peut-être d'activer un certain nombre de fonctionnalités complémentaires qui permettaient, à partir d'une base qui existait, qui était performante, mais aussi un savoir-faire et des utilisateurs satisfaits, de pouvoir enrichir cette technologie des fonctionnalités. Donc après, dans le cadre de Cegid, c'est tout un sujet qui doit permettre de progresser, d'utiliser la technologie native et puis de pouvoir reproduire les process fonctionnels qui ont été développés. Il faut savoir que Loop, c'est plus qu'une solution. C'est en fait une plateforme de développement native. Et donc peut-être que Loop sera utilisé chez Cegid pour développer un système de paye natif. Donc voilà, donc c'est un projet industriel qui va à la rencontre de ce qui a été fait jusqu'à maintenant et qui va permettre d'enrichir les solutions. Puis après, on peut l'aborder sous un plan de la segmentation, c'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas tout faire avec les mêmes technologies. On ne peut pas traiter le très très grand cabinet comptable avec de multiples implantations de la même manière qu'un jeune expert comptable qui se développe. Et donc les technologies viennent au secours des fonctionnalités, mais aussi de la segmentation du marché. C'est pour ça que tout le monde a un bel avenir, mais c'est vrai que Loop aujourd'hui est une des sociétés de Cegid. Alors j'ai des questions de la salle qui arrivent. Je vous rappelle que vous pouvez les poser avec vos téléphones. Donc j'en prends une ou deux à la volée. C'est peut-être plus interactif parce que je vois qu'il y en a qui sont en lien direct avec ce qu'on est en train d'évoquer. Une question notamment, Cegid est-il menacé par l'arrivée de nouveaux entrants tels que QuickBook? Je pense que tout le monde est menacé, bien sûr. Bon, ceci étant, il y a des innovations dans chaque nouvelle technologie. Et si on a un service de recherche et développement qui fonctionne parfaitement, on peut utiliser ces innovations et on peut aussi les développer. Bon, aujourd'hui, Cegid, c'est un peu plus de 500 ingénieurs en matière de recherche et développement. On veut bien faire la compétition avec un certain nombre d'entreprises plus réduites. Ce qu'il faut, c'est trouver le bon niveau de réactivité entre la performance instantanée et puis la richesse fonctionnelle et la performance et la pérennité. Alors une dernière question, et puis après je m'écarterai un peu de Cegid, parce qu'on ne va pas parler que de Cegid ce soir, mais c'est néanmoins très intéressant. Voilà. Une question qui nous est posée, la fusion Quadratus-Cegid, a priori, qui a dû être déjà annoncée dans un certain nombre de cabinets. La question probablement d'un confrère, c'est de dire, dans les cabinets, Quadratus, qui aujourd'hui est quand même très répandu, alors je n'ai pas les chiffres, mais qui est probablement le logiciel le plus répandu du marché dans les cabinets, va-t-il rester un logiciel phare pour les cabinets? Oui, totalement. C'est-à-dire que la fusion, c'est simplement un problème de marque. Bon, vous savez, quand
une entreprise comme Cegid, aujourd'hui il y a 2500 personnes, on est présent directement et indirectement dans 70 pays. Donc on avait un sujet, c'est pour ça que des investisseurs sont arrivés aussi, on avait un sujet qui était un sujet de marque. Donc la fusion, c'est pas un sujet d'organisation ou de produit, c'est uniquement un sujet de marque, c'est-à-dire qu'il y a une marque chapeau qui est Cegid maintenant, et toutes les activités, qu'elles soient dans le retail où on est les leaders européens, ou que ce soit dans l'expertise comptable ou les taxes où on est leader français, vont avoir une marque chapeau qui est Cegid, et Quadratus va rentrer dans ce dispositif, mais les produits et l'organisation vont rester tout à fait celles qu'elles étaient auparavant. Alors, dernière question concernant Cegid, quels sont les enjeux pour demain pour vous et puis après, je vous demanderai peut-être de vous intéresser à nous et vous donner un peu la vision de l'avenir de la profession. Tout le temps. Oui. Donc les enjeux de Cegid pour demain. Les enjeux sont ceux que vous avez bien exprimés, c'est-à-dire de se renouveler dans la pérennité du service, faire en sorte d'avoir les innovations et que les startups, elles ne soient pas exogènes, elles soient à l'intérieur de Cegid, donc de faire en sorte que et la motivation des gens qui tous les jours rendent un service, eh bien, elle soit complétée par des moyens qui soient des moyens extrêmement nouveaux. L'arrivée de Silver Lake au capital, ça permet, on vient d'annoncer par exemple dans le cloud un certain nombre, et en software as a service, un certain nombre d'innovations. On travaillait beaucoup avec IBM, maintenant on travaille aussi avec Microsoft. Quand on discute avec Microsoft, le fait d'avoir un certain nombre de partenaires, qui soient des partenaires américains et en contact directement avec et les technologies et les décisions, ça permet en termes d'enjeux de pouvoir viser un enjeu qui est plus international, mais aussi plus novateur en matière de technologie. Parce que quand on discute, que ce soit sur Azure ou que ce soit avec IBM, depuis Lyon, depuis Paris, où on n'a pas le même poids pour obtenir plus rapidement que d'autres des solutions que quand on a cette internationalisation. Donc l'enjeu, il est de rester aussi proche des clients, tout en ayant d'une part une taille beaucoup plus importante, puisque le projet du nouveau Cegid est de tripler son chiffre d'affaires dans les 5 ans qui viennent. Donc on fait beaucoup d'acquisitions, Loop, mais on a fait d'autres, on a fait Caliac, il y a plusieurs opérations, on a fait une opération aussi au Canada, donc il y a beaucoup d'investissements et de croissance externe, et d'arriver à garder cette performance, cette relation d'utilisateur. Sur la partie des taxes, on est aussi leader français de très très loin. On voit bien que par rapport à la fonction d'une part d'expertise comptable, mais aussi de commissariat aux comptes, si on commence à imaginer de faire de l'audit interactif et du contrôle interactif, il y a plein de nouveaux chemins, et ça fera le lien avec les questions que éventuellement vous poserez dans le futur, parce que on a, me semble-t-il, bien préparé la convergence entre les besoins que peuvent avoir les entreprises et les besoins ou les offres que peuvent apporter des conseils comme sont les experts comptables et les commissaires aux comptes. Alors avant de vous demander votre avis sur l'avenir de la profession, je vais donner la parole à Claude, parce que Claude a l'immense avantage, et comme bien d'autres, d'avoir une grande expérience de la profession, puisqu'il a été président de la Compagnie nationale et du Conseil supérieur de l'ordre, donc il l'a dirigé pendant de nombreuses années, et donc il a toute la sagesse de l'expérience ajoutée à sa pertinence, et donc j'aimerais bien avoir son avis sur ce qui se passe en ce moment avec la loi Pacte, et surtout sur l'avenir de la profession. Est-ce que cette rupture, puisqu'on est quand même un peu en phase de rupture, on va pouvoir la surmonter facilement avec le recul que tu peux avoir sur cette profession? Alors la loi Pacte, dans son article 9, c'est en fait la rupture d'un modèle de société. Et c'est une rupture qui est décrétée et qui n'est pas émergée. Et donc cette rupture, elle se base sur 2 postulats. Premièrement, tout ce qui a été fait hier ne vaut rien, ne compte que ce qui sera fait demain. Premier postulat. Deuxième postulat,
l'État considère que les entreprises, désormais aujourd'hui, pourront seules assurer la rigueur, la sincérité et les compétences liées à la présentation de leur situation financière. Donc l'État dit que les partenaires de l'entreprise, lui-même, l'État, par son budget, les fournisseurs, les banques, n'ont pas besoin de tiers de confiance pour certifier cette confiance. Ce système, il est stupide. Il est faux. Et donc, ce n'est pas une menace, c'est une disparition. Alors, opportunité, j'en sais rien aujourd'hui. Mais quand on raye d'un trait par un article de loi une profession, je parle pour sa partie périmètre PME, bien sûr, on peut, et ça me fait sourire, quand on nous dit, mais vous n'avez qu'à vous réinventer. Ah, parce que moi, je me réinvente tous les matins, comme vous tous. On se réinvente tout le temps. À Montpellier, on dit que ce sont des couillonnades, ça. C'est de l'enfumage. On ne se réinvente pas. Il y a du marché. Cette profession a été créée pour l'intérêt général. Si l'État considère que l'intérêt général n'est plus là, bon, alors, voilà. Donc, il y aura des boîtes sorties, on va y travailler. Mais, je veux dire, la rupture, là, elle est brutale, elle est réglementaire. Michel, tu en parlais tout à l'heure. Et donc, voilà, on va étudier tranquillement les voies de sortie pour le commissariat aux comptes, je parle, et pour l'audit. Il y a probablement une voie, on en parlait avant de rentrer dans cette salle, qui est, du coup, de changer totalement de paradigme et de considérer que le commissaire aux comptes n'était pas là et n'avait pas été mis en place pour l'intérêt général, parce qu'il n'y a plus besoin d'intérêt général. D'ailleurs, au passage, il n'y a plus besoin de contrôleurs fiscaux, de contrôleurs sociaux. Ça y est, tout le monde est extrêmement honnête. On est rentré dans une nouvelle vie. Vous l'avez remarqué, hein, il y a une civilité impeccable. Tout est propre partout. Vous promenez dans les rues. Ça y est, on a changé complètement de monde. Moi je ne l'ai pas tout à fait vu, mais probablement que vous l'avez vu. En tout cas, certains l'ont vu. Donc, on va changer de paradigme. Et ça veut dire que, du coup, il faudrait, ce qui se passe d'ailleurs beaucoup aux États-Unis, je te regarde parce qu'on avait fait un voyage ensemble sur ce sujet, c'est que, du coup, la confiance, elle est achetée par les partenaires. Si, et là on est sur un vrai fondement, plutôt que de décréter quelque chose, si effectivement on considère que la confiance est nécessaire et que la sécurité financière est nécessaire, alors on peut très bien imaginer que dès lors qu'il n'y a pas d'obligation, la banque, à partir du premier euro prêté, doit exiger la présence d'un auditeur. Et ainsi de suite, si vous voulez. Et pareil pour un fonds d'investissement hein, qui rentre. Voilà, donc probablement que la solution va partir, mais ça sera peut-être un long chemin, parce que la culture n'est pas celle-ci, d'exiger de la part des prêteurs et des partenaires qui est, pour certaines opérations, et pour le plus grand nombre, évidemment, des exigences de certification de confiance, hein, puisque c'est de ça dont on parle. Voilà mon avis, et pardon d'être un peu négatif, même un peu énervé. Vous l'avez senti. C'est pas la peine d'applaudir, hein, les commissaires aux comptes. Jean-Michel, votre vision de ce qui arrive aux commissions aux comptes aujourd'hui et de ce qui peut se passer à l'avenir, parler de rebond, est-ce que ça vous semble facile de rebondir et quels sont les risques liés à tout ça ? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de risques pour les entreprises. Alors, on parle essentiellement des petites et moyennes entreprises, au travers des seuils qui ont été édictés. Bon, moi, ça me paraît tout à fait étonnant. Ou alors, ça doit s'accompagner d'un certain nombre de mesures qui sont liées à un certain nombre d'obligations d'avoir une certification quand même de compte par un expert comptable ou par, je sais pas, un commissaire aux comptes redéveloppé. Mais en tout cas, pour tout ce qui est
de mon métier d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'entrepreneur qui s'intéresse à des levées de fonds, qui s'intéresse à des validations de business plan, qui en fait valide toute une série de process qui sont des process quelquefois simples, mais quelquefois assez complexes. Il me paraît évident qu'il doit y avoir un process qui aboutissent à un engagement. Claude parlait pour les banquiers, mais je pense que pour tous les tiers, c'est nécessaire. Donc, j'ai appris là tout à l'heure que bientôt la loi passait au Sénat et que c'était une sénatrice de la région qui était chargée. Donc, je vais essayer de discuter avec elle, mais j'avais voulu discuter avec Bruno Bonnel il y a quelques temps au moment et j'étais tombé un peu à la renverse. Donc voilà. Donc ceci étant, on est deux. Bon, d'accord, je savais pas. Mais non, ça paraît évident que dans un monde où on a besoin de leviers pour pouvoir créer et développer, il faut qu'il y ait une certification qui permette d'aller en terrain tout à fait précis, quoi. Alors, pour attaquer la deuxième partie de ces échanges, donc, qui va traiter notamment des conséquences des nouveaux modèles économiques qu'on a évoqués en matière d'évaluation, donc sur l'approche d'évaluation, sur la manière dont on met en œuvre des évaluations. Claude, tout d'abord, comment appréhender notamment les effets d'échelle et les effets de réseau liés en particulier à Internet, liés au digital, et comment on peut les appréhender, quels sont les impacts éventuels sur l'évaluation? Je crois qu'il y a un dénominateur commun à toutes les approches évaluatives, je veux dire, de la nouvelle économie, mais également des nouveaux modèles tels le low cost, c'est la question de la gestion du volume. Je veux dire, les volumes sont le facteur discriminant de la start-up qui va se pérenniser ou pas. Et ça se chiffre donc au fur et à mesure, ça se mesure en tout cas au nombre de clics, de claques, de machins. Enfin, bon, voilà, chacun a son instrument de mesure, mais c'est quand même le dénominateur commun. Donc on est sur une logique, on est rentré dans une logique qui est une logique de masse, qui est une logique de grand nombre, et qui est une économie avec les effets d'échelle qui nécessitent que l'évaluateur comprenne bien à quel moment le basculement se fait vers le profit, vers le début du profit, dans l'espace et dans le temps. Puisque le moment où, alors on ne va pas parler des biotech parce que là c'est encore pire, mais on sait que il y a un jour où on a le premier client et puis ensuite on a le jour où on a le nombre de clients suffisants sur ce palier, etc. Donc on est vraiment là sur l'application des modèles, y compris les plus sophistiqués. Il y a des modèles mathématiques actuellement d'actuariat qui sont totalement fous et sophistiqués pour appréhender effectivement tout ça avec des facteurs environnementaux. Alors on a notamment, c'est assez bien illustré avec les GAFAM, on a un principe Jean-Michel, qui est souvent le principe du premier arrivé sur un marché reste et tue le marché entre guillemets de la concurrence pour les autres. On l'a vu par exemple avec Amazon, on l'a vu avec un certain nombre avec Uber ou d'autres. Alors ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple Google n'était pas forcément le premier sur le marché, c'était Yahoo, et puis finalement il a réussi à supplanter Yahoo. Mais ce principe qui finalement est aussi lié à une capacité de surinvestissement pendant des années, même à un quasi fonds perdu, parce qu'il n'y a pas forcément de recettes en face, pour entre guillemets, creuser un écart suffisamment important vis-à-vis d'autres concurrents potentiels. Ça vous inspire quoi, ça? C'est un peu nouveau quand même, ça. Oui, probablement. Bon, ceci étant, participait là dernièrement à une réflexion avec... il y avait le président de Michelin, Jean-Dominique Sénard, qui racontait une anecdote qui est tout à fait frappante. Et il était en discussion avec le président fondateur d'Alibaba, Jack Ma, et
qui lui disait vous êtes, vous Michelin, le leader mondial des pneumatiques, mais sachez que demain, Alibaba peut être le leader mondial. Donc, évidemment, recherche et développement, usine, développement, marque, tout ça. Et en fait, ce que voulait dire le président d'Alibaba, c'est que quand on maîtrise la distribution, on peut devenir le leader dans un secteur où on ne l'était pas avant, et donc avec un effet de démultiplication et de levier, on arrive... bon. Mais la réaction de Michelin, de Jean-Dominique Sénard, ça a été de créer un modèle à l'intérieur de Michelin de distribution basé sur le e-commerce et sur... il connaît un certain nombre de startups qui ont bénéficié d'ailleurs de ce sujet-là. Et donc voilà. Donc ce qui veut dire que oui, bien sûr, mais c'est un effet d'échelle qui, à un moment donné, peut être quand même contrarié. Alors, il y a eu dans ces technologies des réussites tout à fait fantastiques qui, au-delà de leur développement, ont amené des masses de résultats, d'EBITDA absolument des masses colossales, et qui ont fait que l'investissement qui permettait de perpétuer cette avance et ce positionnement sur le marché s'est complètement renouvelé. Et sur ces grandes séries, sur ces grands volumes, le marketing prend le relais de la technologie. Et on le voit bien dans tout ce qui est téléphonie, dans tout ce qui est de ce type de réalisation. Et quand vous avez le marché, la détention du marché, que vous avez des moyens absolument colossaux, évidemment, comme les cycles sont beaucoup plus courts, et ça amène une réflexion, puisque je crois que c'était un des points qui avait été posé, c'est qu'aujourd'hui, les cycles de réussite technologique sont beaucoup plus courts que précédemment. L'industrie d'hier basée sur des décennies. Là, aujourd'hui, on est capable de pouvoir réinvestir très très vite pour pouvoir se substituer à la précédente technologie. Et donc, on peut imaginer qu'une start-up puisse le faire, mais en fait, c'est faux. C'est celui qui, à l'intérieur d'une structure établie et qui a le marché, a la capacité à innover en permanence, qui va accroître son marché parce qu'il a la clientèle. Et comme Alibaba le pensait, quand on maîtrise le client, on maîtrise l'industrie ou la technologie. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ces sociétés-là. C'est-à-dire que le marché et la détention du marché s'est substitué en quelque sorte, bien que ce soit des sociétés de technologie, à la technologie elle-même grâce au marketing. Alors, on a quelques exemples, Claude, de déconnexions importantes entre, on va dire, la rentabilité de certaines startups, par exemple, qui peuvent être cotées, et leur valorisation via des capitalisations boursières. On le voit beaucoup, par exemple, dans les biotech, qui, effectivement, quelquefois, sont capitalisées à plusieurs centaines de millions d'euros, alors qu'elles ne font que quelques milliers de chiffre d'affaires. Ça t'inspire quoi, tout ça ? Alors moi j'ai le sentiment qu'on arrive à une certaine maturité dans l'approche start-up. C'est-à-dire que les investisseurs dont on a dit tout à l'heure qu'ils avaient beaucoup de capitaux, hein, il y a une somme de liquidité énorme dans le circuit, sont beaucoup plus prudents et commencent à avoir l'expérience de l'appréhension, de la compréhension de la société dans laquelle ils vont investir. Donc on a vu d'ailleurs des retours de valeur. Twitter a perdu 3/4 de sa valeur sur les 5 dernières années. Et on commence à avoir un certain retournement. Vous avez vu avec y compris dans les process, on parlait du réglementaire, Uber commence à avoir des restrictions de marché parce qu'il y a des contre-pouvoirs, évidemment, de régulation qui se mettent en place et qui font qu'il y a des freins, voire même peut-être des sociétés qui seront sorties. Alors à partir de là, on touche les problèmes d'évaluation.
Pour l'évaluateur, je crois qu'aujourd'hui, il y a une question préalable. D'abord, il faut faire un diagnostic, on l'a dit tout à l'heure. On ne peut plus aujourd'hui évaluer une entreprise sans faire le diagnostic. Et la première question à se poser, je crois que c'est de savoir si le produit qui est fabriqué, est-ce que la technologie le rend obsolète, ou est-ce que la technologie, comme disait tout à l'heure Jean-Michel, touche un des aspects de l'entreprise. Kodak a disparu, on l'a dit tout à l'heure, parce que son produit était condamné. Il y a aujourd'hui des produits qui sont condamnés, des entreprises qui gagnent de l'argent sur un produit dont on sait qu'il n'existera plus dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà. Donc quand vous arrivez devant une entreprise comme ça, l'évaluation, elle est vite faite. Il y a des entreprises qui, au contraire, sont impactées sur leur environnement. Le circuit de distribution, le circuit de management, les concepts aussi, les circuits de production, etc. Là, c'est une autre question. Et il y a celles dont tu parles qui sont des entreprises en devenir et pour lesquelles il y a d'ailleurs un excellent article sur l'Observatoire numéro 5, je crois, du professeur Reimbourg, qui est notre conseiller scientifique, et qui dit comment on pourrait appréhender la valeur d'une start-up. Et en gros, il dit, aujourd'hui, une entreprise qui perd de l'argent, c'était ta question, pourquoi elle est valorisée autant? Parce que les investisseurs ont calculé le prix de sortie, et celui qu'ils espèrent avoir à terme, à la sortie, et sur lesquels, évidemment, ils ont fait une décote, etc., un TRI, et ça a donné un prix d'entrée. Donc, on est souvent sur une projection de l'avenir, avec tous les risques que comporte, évidemment, cette appréciation des choses. Donc, aujourd'hui, l'évaluateur, puisque c'est une question que tu m'aurais peut-être posée, il est à la fois devant du traditionnel, avec ces méthodes, comme on a vu, comme Olivier et l'ont présenté tout à l'heure, le DCF classique, parce qu'on est sur du traditionnel, mais il faut en mesurer l'impact technologique. Donc, dans notre besace, on a nos méthodes traditionnelles, et de l'autre côté, on a des méthodes qui sont des méthodes extrêmement nouvelles, qui sont effectivement les comparables. Hein, alors là, on est tranquille avec les comparables parce qu'on n'a qu'à prendre la société cotée du même niveau et puis c'est bon. Et celles aussi qui permettent une approche un peu plus fine de la capitalisation attendue. Mais dans cette deuxième approche, on est quand même beaucoup moins à l'aise et on a un peu de mal, nous les rationalistes, à construire un raisonnement qui soit fondé et qui tienne la route. Alors, Jean-Michel, vous évoquiez tout à l'heure le fait que le passage en SaaS chez Cegid finalement change le modèle de revenu, puisqu'on n'a plus tout à fait la même construction, on va dire, du chiffre d'affaires. Est-ce que ça a un impact sur la valorisation ? Oui, bien sûr. Non seulement ça a un impact sur la valorisation, mais ça permet de construire, au contraire, dans le prolongement, la valorisation future. Donc d'ailleurs, les modes de valorisation ne sont plus le même. À un moment donné, on comptabilise des revenus et puis de la marge. Et puis quand on fait du SaaS, on comptabilise, on va pas rentrer dans la technique des acronymes qui sont un peu complexes, mais on valorise en fait le portefeuille, c'est-à-dire ce que progressivement et de manière régulière, l'accroissement du portefeuille va générer en termes... et on est dans une progression qui est géométrique, évidemment. Donc oui, ça change complètement. Ça modifie en fait le résultat court terme, puisque la marge n'est pas du tout la même quand elle est constatée sur un produit de software ou sur un produit de SaaS. Par contre, le potentiel, et c'est vrai aussi que dans les méthodes d'évaluation, et en particulier la bourse aujourd'hui, aime bien ce qui est récurrent.
parce que ça donne des certitudes sur le moyen et le long terme sur les investisseurs. Le taux de churn est beaucoup plus faible quand on est dans un modèle de ce type-là, de SaaS, où la récurrence est acquise. Et donc, oui, donc il faut d'une part avoir un modèle dont on sait qu'il peut intégrer une baisse de rentabilité à court terme, mais qui peut, en termes de valorisation, paradoxalement, malgré la baisse de rentabilité court terme, s'accroître de manière extrêmement significative. C'est la récurrence, on va dire, du revenu fait que finalement, associé à un taux de churn plus faible, fait que finalement la valorisation augmente, alors même que la rentabilité, on va dire, court terme est éventuellement un petit peu impactée. Exactement. C'est assez en lien avec nos approches classiques d'évaluation. Ça, pour le coup, ça n'est pas choquant. Bon, on revient quand même aux fondamentaux. Alors, pour changer un petit peu de sujet, vous avez créé un family office assez récemment qui investit, entre autres, dans des startups. Alors, comment sélectionnez-vous les cibles et puis, quelle est votre stratégie et votre approche ? Bon, la stratégie et l'approche est liée aux moyens qui sont mis en œuvre, évidemment. Donc, c'est pas un fonds très, très important, mais c'est une structure qui permet non seulement de s'intéresser à des startups innovantes dans des technologies que l'on connaît au départ, mais on essaye d'avoir une approche diversifiée. Bon, on a des investissements dans des plateformes de e-commerce. Bon, on parlait du pneu tout à l'heure, qui distribuent, mais en B2B, pas en B2C, un certain nombre de solutions. Donc il y a la technologie et puis il y a le fait de pouvoir aussi distribuer. On s'intéresse à des technologies de drones anti-drones, par exemple. Bon, on a investi dans une société qui gère la détection de drones pirates pour les stades, en particulier, les prisons, les édifices. On a aussi essayé d'aller rechercher à la source ce qui, en termes de brevets, pouvait générer demain des solutions. On a investi dans une société qui s'appelle TechnoFounders, qui en fait va rechercher partout où ils sont les brevets qui ont été déposés mais qui ne sont pas utilisés. Donc avec là une plus grande diversité en termes... Et puis bon, on a fait aussi un investissement assez important qui est du style, puisque le Family Office est propriétaire, le plus gros actionnaire du stade. Mais on a fait la même chose, mais dans un domaine qui est de la technologie intelligente, de bâtiments intelligents pour l'aviation privée. Et comme le marché est aux États-Unis, donc on a investi sur les États-Unis, avec une première implantation à Miami, là, qui est en cours de développement. Donc voilà, donc c'est très éclectique, c'est très diversifié, mais partout où on imagine qu'il puisse y avoir, au travers d'une solution, d'une recherche d'innovation, une possibilité de croissance forte, et puis aussi de rentabilité, c'est-à-dire qu'on n'investit pas pour pouvoir avoir une rentabilité à très très long terme. On a des cycles assez courts, et on gère une dizaine d'activités. Et mon ami et prophète Patrick Bertrand, qui est là au premier rang, en a pris la direction générale avec Alexandre, mon fils. Voilà. Merci beaucoup. Alors je regarde, j'ai quelques questions. Je vais regarder si je peux en poser. Alors comment anticipez-vous l'évolution des métiers du chiffre, donc au sens probablement plus expert comptable, dans les 5 à 10 ans et l'avenir de la profession comptable par rapport à la rupture technologique telle que la numérisation, quels sont les enjeux, on va dire, plus pour la profession d'expert comptable ? Bon, je pense que ça a déjà été largement évoqué, c'est-à-dire que il y a d'un côté le côté chiffres et relation avec tout ce que fait l'administration fiscale. On sait chez Cégide, d'une part traiter tout ce qui dépend
des finances avec les logiciels de taxes. Et puis de l'autre côté, on sait que l'expert comptable, on sait que le commissaire aux comptes doit être à même d'apporter un service qui valide, bon. Donc on pense qu'au travers des outils comme le FEC ou d'autres outils de ce type-là qui amènent une convergence, les services qui vont être développés grâce à la digitalisation, grâce à des outils d'intelligence artificielle, vont donner des moyens accrus en termes de services à ceux qui maîtrisent parfaitement les chiffres et qui maîtrisent surtout le besoin de l'entrepreneur. Donc là, il y a un espace de développement, comme on le voit d'ailleurs sur le plan international, extrêmement précis. Je pense aussi que tout ce qui est lié à la normalisation et la fourniture d'éléments de benchmark, donc d'où la segmentation, d'où la spécialisation, peut-être un des axes extrêmement pertinents de développement de la profession. En tout cas, ce que je veux dire, me plaçant du côté de l'entrepreneur, on a toujours besoin de quelqu'un qui ait une vision globale de l'entreprise et qui puisse amener bien sûr des services diversifiés, mais qui puisse aussi, au travers des outils que développent des sociétés comme les nôtres, d'apporter le service avec. Donc on peut imaginer que le portail de l'expert comptable ou de toutes les structures qui sont autour, informatiques, qui permettent d'être en liaison avec le client. Donc il n'y a plus une liaison uniquement affective, relationnelle, mais une liaison technique permanente, permettent d'offrir des services connectés qui passent par... alors c'est là où probablement le positionnement du futur expert comptable ou commissaire aux comptes de demain, quel que soit son périmètre d'intervention. Bon, j'imagine, si j'étais investisseur dans ce secteur-là, que j'irais chercher le service qui peut permettre, au travers de la connexion des éléments comptables, des éléments fiscaux, qui de manière intégrée, mais de manière ouverte, puissent apporter à l'entreprise les solutions qu'il recherche. Après, bon, je suis toujours, bien sûr, à la recherche de ce que pensent les investisseurs. Bon, je vois qu'il y a un certain nombre de grandes banques qui s'intéressent à de grandes structures. Donc j'imagine qu'il y a aussi du côté des investisseurs une appétence, un appétit pour trouver dans vos métiers les ressources de demain. Donc s'il y a un marché d'un côté, des services de l'autre et puis des investisseurs, bon, ça peut être pas mal. Alors, dernière partie, effectivement, quand on a la chance d'avoir Jean-Michel avec nous, c'est assez difficile de ne pas parler foot. Donc, on va quand même en profiter un peu. Jean-Michel, quels sont les différents aspects du changement structurel du modèle du stade de l'OL, notamment, et quelles sont votre vision, en fait, du stade du futur, quoi, quelque part? Bon, on a essayé de faire... d'une part au niveau du stade et puis aussi de ce qu'on appelle OL City, une recherche qui est autant d'ailleurs footballistique que événementielle, que sociale, de ce que serait le besoin de demain des gens qui vivent dans un périmètre ou du stade et des différentes fonctions qui sont autour. Alors d'abord sur le plan stade, c'était impossible de trouver une solution pertinente à partir du moment où le financement était un financement public. Parce que d'un côté, il y a un investisseur qui veut mettre le moins de choses possible et de l'autre côté, des besoins qui sont les plus sophistiqués possibles. Donc on a résolu le problème du financement et de la propriété des stades qui étaient en France, contrairement à l'Europe ou aux États-Unis, privés. En essayant de mettre au point un modèle qui est un modèle complètement privé, ce qui a permis d'investir plus de 450 millions dans un modèle nouveau. Et on a recherché quelle était la fonction soit de récurrence, soit d'optimisation de l'investissement qui permette de le rentabiliser.
Et on s'est rendu compte que ça soit en B2C, donc consommateur individuel, ou que ça soit en B2B, qui est une des plages de développement les plus importantes en termes de ressources, eh bien, il y avait des innovations à trouver, il y avait des principes à trouver. Bon, par exemple, tout le monde va de temps en temps dans un stade au travers d'une loge d'entreprise. On n'a pas mis à disposition une loge pour un match ou pour un événement, mais on l'a mis à disposition de l'entreprise pour toute l'année. C'est son bureau. Alors le jour où il y a un match ou un événement, un concert, Rihanna ou d'autres, eh bien l'entreprise peut utiliser l'ensemble de cette solution pour participer, pour faire des réunions avec ses clients, des réunions de personnel, etc. Donc on a inversé le process en matière de rentabilisation, d'une part en développant une expérience client, utilisateur, individuelle extrêmement significative, donc en sécurisant, en faisant en sorte qu'il y ait l'ensemble des fonctions, non seulement de sécurité, mais de mise à disposition, de vie permanente qui soient disponibles. Et puis pour l'entreprise, de faire en sorte que l'entreprise puisse y vivre toute l'année et non pas participer à un seul événement. Donc financement privé permettant non pas de faire toutes les folies, mais d'avoir une optimisation sur l'ensemble du dispositif. Et dans le dispositif de sécurité, c'est un stade qui a aujourd'hui 350 caméras qui sont interconnectées sur une base de données qui permet d'avoir beaucoup d'informations sur les déplacements de foule, alors vous allez me dire que ça n'a pas toujours été une réalité, puisqu'on a eu un incident au début avec un match international, mais bon, ceci étant, le principe a été réglé sur ce plan-là. Et donc, sur le plan de la technologie, le stade est complètement interconnecté. Il permet, bien sûr, de téléphoner, de faire du Wi-Fi, ce qui n'était pas évident dans les stades traditionnels à tout moment. Bon, hier, il y avait 54 000 personnes dans le stade. On a, à un moment donné, identifié 40 000 connexions simultanées, donc de gens qui utilisaient leur portable, ce qui est un record mondial d'ailleurs en termes de mise à disposition. Et donc voilà, je pense que le point important, c'est d'avoir transformé le modèle en imaginant qu'au travers de la croissance et de la rentabilité du stade, on transforme la croissance et la rentabilité de l'entreprise qui est cotée en bourse. Et je pense qu'on a bien réussi, puisque aujourd'hui, en termes de présence, la moyenne des spectateurs pour les matchs de championnat est supérieure à 50 000 donc par match, ce qui donne évidemment des ressources, mais qui démontre aussi que les solutions dans l'ancien stade de Gerland, c'était plutôt de l'ordre de 20 000 en moyenne, donc c'est fois 2 fois et demi. Et puis la croissance est intervenue. Bon, les meilleures années dans l'ancien modèle, on réalisait 100 millions de chiffre d'affaires. L'année dernière, la croissance nous a amené à faire 300 millions de chiffre d'affaires. On était les bonnes années équilibrées. Aujourd'hui, les 3 dernières années de mise en fonction du stade, c'est 50, 55 et 74 millions d'EBITDA annuels. Donc, ce qui permet de continuer à réinvestir et d'aller dans un modèle qu'on a dénommé Wealth City, dans lequel, puisqu'il y a des flux, on reçoit un petit peu plus de 2 millions de spectateurs par an. Le stade étant multiprofessionnel, il y a tous les types de sports. Il y a bien sûr le foot, puisque c'est la fonction essentielle et principale, celle qui me passionne le plus, mais aussi les plus grands matchs de rugby, mais aussi les plus grands événements. Ça représente en chiffre d'affaires de l'ordre de 16 à 18 millions de chiffre d'affaires annuel, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moyen que font les plus grands clubs français, en dehors de Paris et Marseille qui sont à part, en termes de chiffre d'affaires global, de billetterie. Nous, on le fait sur la billetterie des autres activités. Donc ça donne, la billetterie de la partie football étant de l'ordre de 50 millions l'année dernière, là où elle était de 10 millions dans l'ancienne infrastructure. Et donc, à partir de cette utilisation des flux,
On a créé tout autour, tout d'abord, des activités de séminaires pour aller avec le B2B. Donc aujourd'hui, on est le premier opérateur de séminaires sur Lyon. Et tous les jours, il y a des dizaines de séminaires qui se déroulent. Et on a commencé à créer toute une structure autour, avec un hôtel de 150 chambres qui est plein tout le temps. Il vient d'ouvrir, mais bon, les 2 premiers mois sont complètement identifiés dans cette fonction-là. Et puis, on a créé un centre médical avec une quarantaine de médecins, bien sûr spécialité du sport, mais aussi ouvert et au public et aux activités sportives sur le site. On a créé des bureaux, 10 000 m² de bureaux qui sont utilisés. On a créé un centre de loisirs qui permet aux gens qui viennent passer un moment au stade d'aller visiter le musée, mais aussi de pouvoir, dans le futur, donc, avoir une activité de loisirs. Donc faire en sorte de passer de notre flux qui est de 2 millions de visiteurs aujourd'hui à 4 millions. Et donc de pouvoir, en termes d'ouverture, en termes de sociabilité, d'avoir une approche qui est une approche extrêmement moderne, où tout le monde peut venir, qu'on soit entreprise ou qu'on soit individu, passer un moment dans le stade et déboucher sur un projet qui est un projet rentable, un projet économiquement fort pour les investisseurs, mais aussi pour les collectivités locales, puisque aujourd'hui, contrairement à ce qu'on imagine, il n'y a aucune subvention qui vient alimenter. Donc c'est aussi un projet gagnant-gagnant pour les collectivités territoriales. Donc on voit que même sur un stade de foot, finalement, les business models peuvent quand même évoluer fortement. Alors mon avis sur la question, c'est que c'est d'abord le projet d'un talent exceptionnel, qui est celui de Jean-Michel. Voilà. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est quand même intéressant, parce que le produit match de foot, il ne va pas disparaître à cause du digital. Ouais. Le produit, taper dans le ballon, et le produit match de foot, c'est un produit traditionnel qui existera encore dans le même. Donc, on a là, je disais tout à l'heure que le numérique, c'est à la fois la cause et la conséquence d'un certain nombre de modèles. Et là, on voit qu'autour d'un produit qui est hyper classique, ou de quelque chose qui est hyper classique, et qui le restera, il y a eu une utilisation mais hyper pertinente, astucieuse, scientifique et intégrant toutes ces technologies d'une approche marketing. En fait, c'est un modèle extraordinairement parfait d'approche marketing dans laquelle on a à la fois, partant du noyau qui est les spectateurs qui viennent à un match, on a élargi, premier cercle, deuxième cercle, et on a fait une utilisation dans l'organisation et dans les technos. Et ça revient à dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe dans la profession. Parfois, on peut penser que ça y est, demain, tout sera robotisé, donc l'expert comptable disparaît, que ça sera un conseil, etc. Bon, on voit en même temps qu'il y a des tendances lourdes qui sont la proximité du client, la demande de ce client en termes d'assistance, etc. Et que finalement, la technologie devient plus un outil venant faire évoluer un service que remplacer le service. Voilà. Et il y a effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a les appareils photo traditionnels qui ont disparu, évidemment. Il y a des services, il y a des produits qui sont en train de disparaître et qui disparaîtront. Et c'est là qu'on a à bien faire la partition entre intégrer et surtout, finalement, ce que tu as fait, Jean-Michel, pour le stade, c'est de dire on est devant une feuille blanche, parce que tu es parti d'une feuille blanche, y compris financièrement, je le sais, et vous avez construit un modèle
unique, mais pas un modèle technologique. Un modèle dans lequel la technologie et surtout la gestion de la masse, la gestion marketing, a été poussée à l'extrême. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça donne un autre éclairage sur ce qui se passe aujourd'hui. On a beaucoup de créativité dans l'approche marketing aujourd'hui. Vous avez vu... Je vais citer juste un exemple en 2 mots. Nous avons un partenaire que tout le monde connaît, qui est l'un des plus grands constructeurs automobiles. Et compte tenu de la base CRM et de l'intégration de tout ce qui est fait, on est capable, le jour des matchs, qui suivent éventuellement des grands salons automobiles, d'identifier tous les gens qui sont en cours de recherche d'une acquisition de voitures ou qui ont visité le salon de l'automobile. Et donc, comme tu parlais d'imagination et d'innovation marketing au service, bien sûr, de la croissance, on arrive à partir du moment où les choses sont totalement intégrées à pouvoir faire ce que font tous les grands retailers, c'est-à-dire avoir des approches extrêmement segmentées du besoin, voire même d'aller propulser un certain nombre de solutions avant même que le futur utilisateur ait besoin véritablement ou ait ressenti le besoin de ce qu'il va acquérir, non pas de manière téléguidée, mais de manière un peu orientée, quoi. Et surtout, tu as conféré une récurrence et une pérennité à une activité qui est assez volatile. Parfois, on est en train de gagner un match, et puis à la dernière minute, bon. Donc, je veux dire, si le cours de bourse d'une équipe de l'OL ou si la construction d'un match dépendait uniquement des résultats de l'équipe, c'est ça que tu as vu. Ça ne peut pas tenir. On ne peut pas partir sur un investissement de 450 millions en disant tout ça va dépendre du mec qui va marquer des buts ou pas. Il faut qu'autour, on crée une sécurité qui fasse qu'il y ait de la récurrence et qu'effectivement l'équipe aura sa place dans le système. Et ça a été extraordinairement fort. Et ceci étant, je pense que ça peut participer, au travers de la solidité du modèle, de la pérennité, à plus de conquêtes et de résultats sportifs. Et on n'est pas arrivé au bout du chemin, mais on va y arriver, j'en suis certain. Alors, juste une dernière question, puis je pense qu'on aura déjà échangé sur pas mal de sujets. On auditionne à la commission évaluation un certain nombre de sachants sur des sujets divers et variés. Il y a peu de temps, et c'est le fruit du hasard, parce que c'était pas du tout prévu comme ça, on a auditionné, on va dire, certains spécialistes de l'évaluation qui notamment, et on les a entendus aussi à la 3E, je vois que Christophe Velu, notre président de la 3E est là, qui nous ont présenté notamment une méthode d'évaluation qui est assez bien faite et bien chiadée pour évaluer la valeur de marché d'un joueur de foot. Vous pouvez nous en dire un mot, parce que c'est quand même assez atypique, et très honnêtement, en tant que technicien d'évaluation, on a été assez bluffé par la qualité remarquable du travail qu'ils ont fait. Bon, déjà, c'est un travail sur de nombreuses années, avec une équipe de consultants et de spécialistes. Et on a été poussé par la DGE à développer ce modèle, Thesaurus. Donc au travers de l'expérimentation dans tous les domaines, technique, médicale, performance sportive, performance aussi mentale. Et donc c'est une immense base de données au service des spécifications des joueurs, en corrélation avec une valorisation qui peut se révéler ou trouver sa concordance avec d'autres bases de données qui, elles, sont plutôt en approche statistique et marketing. Et donc, les modèles, qui sont des modèles mathématiques très, très sophistiqués, qui ont été développés, permettent effectivement de pouvoir identifier, au travers de ces renseignements, la valeur d'un joueur à tout moment de sa carrière, parce que la valeur évolue en fonction de ses performances, de ses blessures, de son histoire, des benchmarks qui ont été faits pour des joueurs identiques. Voilà. Et donc, on est en train de... Alors, nous, on présente
dans le cadre des roadshows à la SFAF, ce dispositif, de manière à montrer qu'il y a une cohérence d'ailleurs avec les deux autres bases de données, CUS et Transfermarkt. Bon, voilà, on attend que nos commissaires aux comptes, qui sont peut-être dans la salle, je ne sais pas, nous donnent un avis très, très éclairé. Bon, je sais que dans les réflexions de normes, on n'est pas encore arrivé complètement au sujet, mais ceci étant, bah, c'est vraiment l'avenir. Et ça permet de recalculer à tout moment. Bon, ils simulent même le bilan tel qu'il serait, compte d'exploitation et bilan, après application de cette méthodologie de Thesaurus, quoi. Validé par, enfin, je ne sais pas si c'est le terme validé d'ailleurs, mais confronté en permanence avec le ministère des Finances. Ouais. Alors, juste une petite question, mais parce qu'elle me fait sourire. Un confrère nous dit à quand les prochaines universités d'été au stade? Parce qu'on fait chaque année des universités d'été. On en discutera. Voilà, venez au plus vite et on trouvera la solution qui vous convienne. Je vous laisse, Claude, je te laisse commencer pour le mot de la fin. Je crois qu'on a déjà bien échangé et puis on se retrouvera ensuite autour d'un petit... Oui, alors si on veut se résumer, si on voulait retenir deux ou trois idées comme ça qu'on a pu échanger aujourd'hui, on dirait que la rupture, elle n'est pas que techno, qu'il y a plein de ruptures dans le monde d'aujourd'hui, parfois qui sont contradictoires, qui se percutent. Des jeunes qui ne veulent pas entreprendre et des jeunes qui passent, qui ont un goût à l'entreprise, et des gens qui travaillent énormément et d'autres qui ont besoin, c'est l'avènement du care, donc qui ont besoin de qualité de vie, etc. Donc il y a beaucoup de ruptures. Et la techno est probablement un peu au centre de tout, elle est partout. En même temps qu'elle n'est pas la seule cause de tout ce qui bouge. Ça, c'est la première chose. Du coup, probablement que dans les modèles, et on vient d'en avoir un, d'abord, il y a bien sûr les hommes, mais dans les modèles, il y a la prise en compte du temps long et du temps. La profession d'expert comptable, on se rend compte que elle évolue pas autant, je veux dire, dans la configuration des besoins des clients, que ceux que on pourrait sur le papier l'avoir ou l'imaginer. Bon, il y a encore des besoins qui évoluent tout doucement, et ça nous convient bien d'ailleurs. Et en même temps que la technologie irrigue ces besoins-là et qui s'adapte toujours plus, évidemment, à cela. Le troisième, je crois, point clé, c'est celui de dire qu'il y a une révolution du marketing et que ce soit dans nos métiers, que ce soit dans tous les métiers, et tu parlais de la distribution et d'Alibaba, c'est le modèle d'analyse marketing, je crois, qui est en train de primer sur beaucoup d'autres concepts et beaucoup d'autres organisations en amont. Et enfin, sur tout ce qui est valorisation, il y a dans le modèle des joueurs de foot, il est extrêmement analogue à celui qui est utilisé dans les banques et dans les assurances, avec l'actuariat, pour quasiment mettre en équation le risque et donc la valeur de l'assureur en fonction effectivement des événements, des tempêtes, des trucs, etc., sur tous les produits. Et donc il y a des modèles mathématiques très, très sophistiqués. Et les évaluateurs que nous sommes, et si j'étais commissaire aux comptes de l'OL, c'est ce que je ferais, devront et doivent prendre la tâche de mathématiciens qui travaillent là-dessus. Plein de gens, et d'ailleurs j'ai un de mes fils qui est aussi dans cette population qui travaille sur des modèles mathématiques tout le temps. Il faut faire appel à eux pour dire, voilà, mesurer ces choses-là. Et ça, c'est extrêmement important, parce que la chose va de plus en plus
devenir scientifique, si vous voulez. L'approche va devenir de plus en plus scientifique parce que c'est des milliards de données en temps réel et par rapport à une mise en équation plurielle. Voilà, donc je crois qu'il faut retenir ces quelques points clés et se dire que finalement, on est en train de vivre probablement des changements qui ne sont pas monolithiques. Voilà. On a à la fois un temps qui reste, un temps qui suit son cours, à son rythme, et puis un temps qui accélère, et tout ça interfère, et à nous d'y voir un peu clair dans une période qui, pour moi, est tout à fait passionnante. Jean-Michel, le mot de la fin. Non, mais je pense que tout a été dit de manière parfaitement claire. L'important, c'est que ces changements technologiques soient considérés comme des opportunités pour la profession, et j'en suis convaincu, parce que je suis de l'autre côté de la barrière, mais avec cette complicité qui permet de savoir quels sont les atouts de cette profession. Donc pour moi, que ça soit en faisant de l'évaluation ou en rendant d'autres types de services, et en particulier, comme je l'évoquais, au travers des portails de la profession qui vont se transformer en solutions pour vos clients, je pense que l'avenir est tout à fait passionnant, comme disait Claude. Un grand merci à tous les deux. Et puis, je propose qu'on se retrouve autour du verre de l'amitié.